Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui est consacré aux heures de délégation et présenté par Cédric Hébrard. Donc, Cédric, tu es juriste en droit social, ancien représentant du personnel et également ancien président de conseil de prud'homme. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien correctement pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci de connexion. Alors, ce webinaire va durer environ 1 heure et un temps sera consacré à la fin pour celles et ceux qui auraient des questions à nous poser. Alors, des questions à poser à Cédric, vous pouvez les poser directement dans le fil de conversation ou dans l'onglet questions que vous voyez en bas à droite de votre écran. Et sinon, vous pouvez également les poser directement à l'oral à la fin de l'intervention de Cédric. Juste avant de laisser la parole à Cédric, un mot sur l'IFDSP. Institut de formation en droit social de Paris, qui est un organisme de formation dédié aux représentants du personnel et animé par des juristes, des représentants du personnel, des avocats et des universitaires. Juste avant, encore une fois, de laisser la parole à Cédric, juste pour vous dire que notre prochain webinaire aura lieu le 14 février prochain de 11h à midi et sera animé par le professeur Ida Benhamza, professeur à l'école de droit de la Sorbonne, qui dressera un bilan de la représentation du personnel 4 ans après les ordonnances Macron, et les inscriptions seront bientôt ouvertes sur notre site via lequel vous pouvez également vous inscrire sur notre newsletter mensuel qui vous permet de recevoir des fiches pratiques, des brèves d'actualité, un certain nombre d'informations sur nos formations, des analyses juridiques. Et j'en aurai terminé. Je laisse la parole à Cédric et bon webinaire à toutes et à tous. Bon, merci Lucilou, bonjour à tous. Donc je vais partager le support de cette intervention. Hop. Donc normalement c'est bon. Donc c'est sur les heures de délégation des élus au CSE. Donc c'est un sujet qui est assez vaste, beaucoup de règles, beaucoup de jurisprudence et un petit temps un petit peu pratique sur ces questions. Donc le crédit d'heure de façon générale. Nous verrons aussi comment on peut utiliser ces heures. Quels peuvent être, donc ça c'est l'aspect un peu pratique, quels peuvent être le frein à l'utilisation des heures de délégation? Pourquoi certains élus ne prennent pas leurs heures de délégation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelques pistes pour surmonter cela. Et ensuite, le paiement des heures de délégation et leur éventuelle contestation. Donc alors, on commence par le crédit d'heure. Donc, le crédit d'heure des élus au CSE. Donc, vous savez que ce crédit d'heure, il vous sert donc à remplir vos fonctions. Donc, c'est la possibilité sur votre temps de travail, payé par l'entreprise, d'accomplir vos missions d'élus au CSE. Donc, ce crédit d'heure, il va être fixé par le protocole d'accord préélectoral ou à défaut, à minima, ce seront les règles du Code du travail qui s'appliqueront. Dans le protocole d'accord préélectoral, on va être bientôt dans le renouvellement. Hein, les entreprises qui sont passées au CSE en premier vont renouveler cette année leur CSE. Donc, dans le protocole d'accord préélectoral, il peut y avoir cette question de pouvoir renégocier le volume d'heures qui est attribué aux représentants du personnel au CSE. Alors, pour que ça soit négocié dans le protocole d'accord préélectoral, puisque le Code du travail, c'est un minimum, il faut que les heures, ça soit globalement, hein, on réfléchit en volume global, globalement plus favorable que le Code du travail. C'est-à-dire que si dans votre entreprise, par exemple, le Code du travail prévoit que vous ayez 7 élus au CSE, mais imaginons une entreprise qui a 10 sites. Elle est répartie sur tout le territoire avec 10 sites. Elle se dit, je préférais avoir 10 élus. Donc, s'il y a plus d'élus, il est possible d'avoir un peu moins d'heures par élu. En gros, l'employeur de dire, OK, pour avoir un peu plus d'élus, mais tous ces élus-là, je ne leur rajoute pas à tous le volume qui est prévu par le Code du travail, je vous en donne un peu moins. Donc, si globalement, quand on multiplie le crédit d'heure de chaque élu par le nombre d'élus, c'est globalement plus favorable que ce que prévoit le Code du travail, c'est possible de négocier ça dans le protocole d'accord préélectoral. Et par contre, il est possible aussi, s'il y a moins d'élus, d'avoir plus d'heures par élu. Mais auquel cas, si on améliore le sort individuel de chaque élu, ça peut être un engagement unilatéral de l'employeur, ça peut être un accord, ça peut être donc un accord
simple, pas forcément l'accord dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Ça peut être aussi un usage qui, de fait, va donner plus d'heures à chaque élu, etc. Et donc, à défaut, donc dans le protocole d'accord électoral, on peut aussi accorder des heures à des élus qui n'en ont pas. Je pense par exemple aux suppléants, vous savez qu'ils n'ont pas de droit des heures, donc ça peut être prévu dans le PAP, ou aux représentants de proximité si vous avez décidé, si vous avez obtenu le fait de pouvoir créer des représentants de proximité dans l'entreprise. Donc plus d'heures, plus d'élus qui ont des heures. Et on peut aussi accorder des petits bonus pour des élus qui vont avoir des fonctions spécifiques. On trouve des protocoles d'accord où le secrétaire, le trésorier, le référent harcèlement, un président de commission. Voilà. On peut réfléchir à des fonctions qui nécessitent un peu plus d'heures, bien que ça ne soit pas prévu par le Code du travail, pour favoriser la prise de fonction de ces élus particuliers qui ont des fonctions spécifiques. Et donc, à défaut, c'est le Code du travail qui s'applique. Si on n'a pas négocié d'amélioration dans son protocole d'accord préélectoral, on a dans le Code du travail, donc c'est le fameux tableau de l'article R 2314-1 du Code du travail, en fonction de la taille de l'entreprise, entre 10 heures et 34 heures de délégation. Alors, un petit point, bon, souvent les salariés qui travaillent dans les établissements à risque le savent, mais si on est dans un établissement à risque, ce nombre d'heures est majoré, notamment pour les missions santé, sécurité et conditions de travail qui sont plus importantes dans cet établissement. Donc, je vous ai fait une copie du tableau, hein, voilà, vous savez comment il faut regarder ça. Je ne sais pas si on voit ma souris, mais voilà, l'idée, c'est qu'on regarde l'effectif qui est négocié dans le protocole d'accord préélectoral et on va sur la ligne, le nombre de titulaires minimum, le nombre d'heures mensuelles auxquelles vous avez droit, etc. Je pense que vous connaissez tout ça très bien. Alors, se pose la question si, en cas de circonstances exceptionnelles, nous dit le Code du travail, on peut dépasser ce crédit d'heure. Donc, se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est les circonstances exceptionnelles qui nous permettent de dépasser le crédit d'heure. Alors, il n'y a pas de définition légale, hein, on ne trouve pas ça dans le Code du travail, c'est la jurisprudence qui est venue nous dire qu'est-ce qui pouvait être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Alors, la définition que nous donne la jurisprudence dans un arrêt qui fait référence en 86 pour la société IBM, donc une activité inhabituelle qui nécessite de la part des représentants un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre de leurs tâches coutumières, en raison notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre. Et donc, voilà des exemples de circonstances exceptionnelles qui ont justifié un dépassement du crédit d'heure. Donc, il y a eu un plan de sauvegarde de l'emploi, il y a eu une menace sur les effectifs par un plan de repositionnement, il y a eu un projet de restructuration important, une procédure d'alerte interne, des mises au chômage partiel, l'absence de plusieurs membres du comité d'établissement, dont celle du trésorier adjoint en arrêt maladie. Hein, on imagine que le trésorier a eu un surcroît de travail puisqu'il n'avait plus son adjoint, etc. Donc voilà des circonstances qui sont considérées par la jurisprudence comme des circonstances exceptionnelles qui vous permettent de dépasser ce crédit d'heure. On verra ensuite les contestations, hein, s'il y a eu des contentieux et que les tribunaux ont été amenés à se positionner, c'est qu'il y a eu des contentieux. On verra en fin de partie les contestations, pourquoi il y a eu ces contentieux. Un point que j'ai rajouté, c'est sur le Covid. Alors maintenant, c'est bien installé. On se rend compte qu'au final, ça a vampirisé les autres thèmes dans les relations avec l'employeur, mais ça n'a pas nécessité beaucoup de dépassement d'heures. Mais la circonstance du Covid apparaissait dans une question-réponse du ministère du Travail comme une circonstance exceptionnelle qui pourrait, dans certaines entreprises, hein, on imagine des entreprises qui sont soumises à passe sanitaire ou qui nécessitent de plans de continuité avec des réadaptations, des modifications de l'organisation du travail. Et donc, dans un question-réponse, le ministère du Travail nous disait, donc c'est un question-réponse, c'était une version en 2020, hein, maintenant on est en 2022, mais qui nous disait oui, le Covid pourrait apparaître comme une circonstance exceptionnelle qui entraîne un dépassement possible du crédit d'heure pour les élus. À l'inverse, des fois la jurisprudence a donné raison aux employeurs qui venaient dire non, ce n'est pas une circonstance exceptionnelle. Donc, trois exemples. La préparation d'un arbre de Noël. Hein, un élu qui venait dire j'ai pris plus d'heures en décembre parce qu'il y avait l'arbre de Noël. La justice nous dit non, Noël tombe chaque année en décembre. Vous aviez le temps de vous organiser, d'échelonner ça sur plusieurs mois pour ne pas être à prendre plus d'heures au dernier moment. Donc pareil, pour la surveillance de spectacles organisés en faveur des enfants du personnel, compte tenu du caractère traditionnel et annuel, on pense qu'on vise aussi les fêtes de fin d'année, l'accompagnement de retraités lors d'un voyage d'agrément ou l'achat ou l'installation d'un mobil-home par le comité. Voilà. Donc le fait d'aller sur des œuvres sociales exceptionnelles n'a pas permis
de dépasser le crédit d'heure, on doit faire ses activités hors temps de travail ou sur son crédit d'heure. Donc voilà, sur les généralités sur le crédit d'heure, on passe maintenant à comment utiliser ces heures de délégation. Alors, elles doivent être utilisées, hein, c'est un peu le bon sens, pour vos missions qui rentrent dans vos compétences. Donc, quelques exemples alors, liés à vos missions de proximité, hein, l'ancien rôle des délégués du personnel. Donc, vous allez pouvoir, grâce à vos heures de délégation, collecter auprès des salariés des réclamations, que vous allez faire ensuite remonter en réunion à la direction. Vous allez faire vos recherches d'informations en droit du travail. Vous tenez des permanences, vous recevez des salariés. Vous pouvez suivre, même si vous avez dépassé vos jours de formation au titre du mandat, des formations plus particulières en droit du travail, vous rendre un rendez-vous avec l'inspection du travail. Donc, tout ça est lié à vos missions. Il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez faire ça pendant vos heures de délégation. Donc des exemples liés à vos missions économiques, hein, ce qui était le pôle CE avant d'être en CSE, donc étudier tous les projets qui vous sont soumis à consultation, étudier les informations de la base de données économiques, sociales et désormais environnementales depuis le mois d'août, organiser et gérer vos activités sociales et culturelles, vous rendre à un salon du CSE, rencontrer votre expert comptable, tenir des réunions préparatoires, tout ça rentre dans les compétences et dans votre mandat. Et enfin, tout ce qui est lié à vos missions en santé, sécurité et conditions de travail, mener des inspections ou des visites en matière de santé, sécurité et conditions de travail, rechercher des informations en matière de santé, sécurité au travail, étudier votre document unique d'évaluation des risques professionnels, étudier le bilan annuel, le programme de prévention, rencontrer le médecin du travail, etc., etc. Donc ça, pas de souci, hein, de façon globale, toutes vos missions, vous pouvez utiliser vos heures de délégation. Alors, qu'est-ce qui ne s'impute pas sur les heures de délégation? Alors, par principe, toutes les activités s'imputent, sauf s'il existe un texte prévoyant l'exclusion de l'activité. Donc, dès que vous faites quelque chose, c'est sur vos heures de délégation, sauf si le Code du travail a expressément prévu que cette activité ne s'impute pas sur vos heures de délégation. Alors, ne s'impute pas sur les heures de délégation, donc parce que c'est prévu par le Code du travail. Les réunions du CSE, les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, les réunions des autres commissions. Mais vous savez qu'avec les ordonnances Macron donc, qui ont créé le CSE, il y avait cette limite annuelle globale qui a été créée pour les commissions. Pas plus de 30 heures en commission pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés, pas plus de 60 heures en commission pour les entreprises d'au moins 1000 salariés. L'idée pour les employeurs, c'était de dire, en comité d'entreprise, il y a trop de commissions, ça se réunit, ça discute pendant des heures et tout ça, c'est pris sur du temps de travail effectif, il faudrait que ça soit pris sur leurs autres délégations. Donc il y a eu un petit coup qui a été porté aux représentants du personnel avec l'idée de limiter le temps passé en commission. Donc ça, c'est la règle. Si par usage, l'employeur ne tient pas le décompte de ces 30 heures et de ces 60 heures, ça veut dire qu'il admet que ça reste du temps de travail effectif qui n'est pas décompté sur votre crédit d'heure. Donc c'est possible, ça devient un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur. Mais si l'employeur compte ce temps-là et vous dit attention, vous avez dépassé vos 30 heures annuelles en réunion de commission, eh bien, il est dans son droit, il peut vous imputer ce temps passé sur votre crédit d'heure. Donc, ne s'impute pas également, donc, parce qu'un texte du Code du travail le prévoit, le temps passé à la recherche des mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lorsque vous avez fait la procédure pour danger grave imminent, et toute enquête menée après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Donc, donc ça, c'est les anciens rôles du CHSCT. Quand en tant que CSE, qu'il y ait une commission santé, sécurité, conditions de travail ou pas, donc moins de 300 salariés ou plus de 300 salariés, quand vous recherchez des mesures préventives ou quand vous faites une enquête après AT ou des incidents, il n'y a pas eu l'accident, mais il y a eu des incidents répétés et ça révèle un risque grave, eh bien, ce n'est pas sur vos heures de délégation, c'est du temps de travail effectif. Alors, se pose la question, quid du temps passé en réunion à l'initiative de l'employeur? On entend souvent cette règle. Lorsque je suis en réunion avec l'employeur à son initiative, c'est pas sur les heures de délégation. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on regarde, je vous ai dit que le principe, c'est que ça s'impute sur les heures de délégation, sauf si il est expressément prévu que ça s'impute pas. Et le texte, il nous dit que les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur, c'est un texte qui vise uniquement les DS, les délégués syndicaux. Et donc, il n'est pas censé s'appliquer pour les élus au CSE. C'est-à-dire que si vous êtes, c'est pas une réunion du CSE, c'est une réunion informelle
qui est provoqué par l'employeur. Il n'y a pas de texte formellement qui nous dit ce temps-là doit être du temps de travail effectif qui n'est pas déduit de votre crédit d'heure. En pratique, dans les entreprises, souvent les employeurs ne vous déduisent pas ou ne vous demandent pas de déduire ces horaires-là du crédit d'heure, mais légalement, ils pourraient le faire. Si vous ne le demandez pas, c'est qu'il y a un usage dans l'entreprise pour que toutes les réunions à l'initiative de l'employeur soient du temps de travail effectif. Et donc, l'employeur va continuer comme ça, sauf à dénoncer cet usage. Et auquel cas, vous savez qu'il va falloir qu'il informe individuellement tous les salariés concernés, qui consultent le CSE pour dénoncer l'usage. Ou alors, si vous avez prévu la question dans un accord collectif, il faudrait qu'il dénonce l'accord collectif. Mais il n'y a pas une automaticité, ce n'est pas la loi qui nous dit que le temps passé à des réunions qui sont prises à l'initiative de l'employeur pour les élus CSE sont obligatoirement exclus du crédit d'heure. Cette disposition vise que les délégués syndicaux. Par analogie, l'employeur fait ça avec tout le monde, mais un RH qui voudrait être pointillon pourrait dire non, attention, lorsque c'est des élus CSE, ils viennent à une réunion, même si c'est nous qui sommes l'initiative, ça devrait être pris sur leurs heures de délégation. Même si en pratique, par usage, ce n'est pas ce que font les employeurs sur cette question, mais voilà, c'est un point qui pourrait évoluer, notamment si les organisations patronales incitent leurs adhérents à faire ça, par exemple, etc. Une règle aussi pour les temps de trajet. Eh bien, pour les temps de trajet, pour se rendre à une réunion, pour se rendre à une activité du CSE, le temps de trajet suit la même règle que l'activité à laquelle il se rapporte. C'est-à-dire que si vous venez à une réunion du CSE, c'est une activité qui n'est pas déduite de votre temps, de votre crédit d'heure. Donc, le temps de trajet n'est pas déduit de votre crédit d'heure. Vous allez à une réunion préparatoire du CSE qui se déduit de votre crédit d'heure de délégation. Le temps de trajet va se déduire aussi de votre crédit d'heure. Donc, vous regardez l'activité, est-ce qu'elle s'impute sur le crédit d'heure ou pas, et vous aurez la même réponse pour le temps de trajet. Une activité qui s'impute sur le temps de trajet, une activité qui s'impute sur le crédit d'heure, le temps de trajet s'y impute aussi. Une activité qui ne s'impute pas sur le crédit d'heure, le temps de trajet ne s'y impute pas. Est-ce que nous devons, lorsque nous sommes représentants du personnel, avoir une autorisation préalable ou est-ce qu'on doit informer son employeur ? Donc, il n'y a pas d'autorisation préalable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle a priori. L'employeur ne doit pas vous donner l'autorisation de pouvoir aller en heure de délégation, de pouvoir prendre vos heures de délégation. C'est une simple information de l'employeur, en pratique, via votre supérieur direct. Est-ce qu'il y a un délai de prévenance ? Alors, les délais de prévenance n'est pas prévu par la loi. La loi ne dit pas que les élus doivent informer 24 heures, 48 heures, 10 heures avant leur employeur. Donc, ce n'est pas prévu par la loi. Parfois, ce délai est négocié dans certaines entreprises pour certaines activités. Voilà, on va prévoir que le délai est de 24 heures avant, 48 heures avant. On imagine, par exemple, chez les soignants actuellement, une infirmière n'arrive pas à 8 heures le matin pour prendre son service ou à 7 heures le matin et dire je suis au dernier moment en heure délégation parce que je vais préparer le PV du CSE, etc. Donc, de fait, il est dans certaines entreprises négocier un délai qui devient conventionnel. Alors, ça peut être pour des raisons pratiques, que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. Mais dans ce cas-là, en tant qu'élu, prévoyez que le délai ne s'applique pas en cas de circonstances exceptionnelles. Vous avez prévu dans votre accord qu'il y a un délai de 48 heures avant de poser des heures de délégation, prévoyez qu'en cas de circonstances exceptionnelles, restez un peu flou. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a eu un clash important, une tentative de suicide sur le lieu de travail. Mais vous voyez bien que les élus en charge des questions de santé et sécurité vont devoir prendre des heures de délégation de suite sans respecter le délai qui a été négocié. Si on n'a pas prévu dans l'accord qu'en cas de circonstances exceptionnelles, on peut déroger à ce délai, vous ne pourrez pas le faire. Donc, voilà. Si vous négociez ce délai, prévoyez qu'en cas de circonstances exceptionnelles, on puisse y déroger. Attention aussi, parce que l'absence de délai légal n'empêche pas de sanctionner l'abus. L'exemple que je donne des fois en formation, c'est que moi, quand j'étais à la SNCF, j'étais contrôleur. Imaginons que je fais le train qui fait Nîmes-Paris, où j'habite, un matin à 8h07. Donc je prends le service une demi-heure avant, les gens s'installent dans le train, je dis mesdames, messieurs, attention, notre train va partir, et puis au lieu de donner le départ pour que le conducteur ferme la porte et démarre le train, j'appelle ma hiérarchie en disant finalement il est 8h06, je suis en heure de délégation, il faut trouver un contrôleur pour m'emplacer, et il y a 500 personnes qui attendent dans le train. Et donc, ça caractériserait un abus. Ce n'est pas parce que le Code du travail ne prévoit pas de délai que si je suis au courant à l'avance, je ne dois pas m'organiser pour pouvoir prévenir l'employeur. Parce qu'au contraire, si je retiens cette information du fait que je vais être en heure de délégation, je désorganise l'entreprise sciemment et donc cet abus est sanctionnable. Il y a des jurisprudences avec des élus qui ont été sanctionnés.
Alors, la question des bons de délégation. Alors, les bons de délégation, ce n'est pas prévu par le Code du travail. C'est une pratique qui a été mise en place par certains employeurs. Donc, la jurisprudence a autorisé les bons de délégation à condition que ces bons de délégation remplissent donc, les conditions suivantes. Donc, ça ne doit pas revenir à exercer un contrôle a priori. Donc, dans les bons de délégation, on ne doit pas marquer, par exemple, pourquoi on veut leur délégation, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Ça doit servir uniquement à comptabiliser les heures. L'idée, c'est que vous avez 10 heures de délégation par mois. Grâce aux bons de délégation, on va vérifier que ce mois-ci, vous avez bien pris 10 heures, vous n'avez pas pris 12, vous n'avez pas pris 11, etc. Donc, vous avez un bon qui va permettre de matérialiser le fait que vous avez pris 1 heure, 2 heures de délégation. Ils ne doivent pas être détournés de sa fonction, donc ils doivent servir juste à comptabiliser les heures. Si ça sert à autre chose, c'est pas licite et ne doit pas être imposé sans concertation préalable. Alors, le terme, c'est concertation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'accord de tous les représentants du personnel, mais il faut qu'il y ait eu un échange. On est venu dire à la délégation du personnel, voilà comment fonctionnaient ces bonnes délégations lorsqu'on les met en place. On entend les critiques éventuelles et puis l'employeur, qu'il en tienne compte ou pas, voilà, il a eu cette forme de concertation. Donc, ce n'est pas un accord d'entreprise, c'est un échange, une concertation. Voilà. Si le bon de délégation remplit toutes ces conditions, les élus ne peuvent se refuser de s'y soumettre. Donc on imagine le cas où, je ne sais pas, il y a des élus de plusieurs organisations syndicales. C'est l'organisation syndicale majoritaire qui a été d'accord, qui a dit un peu, ah oui, c'est bon, lorsqu'on a été consulté, on est d'accord pour les heures de délégation. Et puis Dédé, il est dans un syndicat minoritaire, et il dit, moi, les heures de délégation, les bons de délégation, j'en veux pas. Eh bien non, un élu ne peut pas lui-même refuser, si les bons de délégation remplissent toutes les conditions posées par la jurisprudence, il doit s'y soumettre. On va faire attention que l'employeur ne détourne pas de sa fonction, etc. Il va pouvoir contrôler les conditions, mais il va devoir passer par ce système-là. Généralement, quand les élus refusent de s'y soumettre, c'est souvent qu'ils soupçonnent l'employeur que le bon de délégation ne remplit pas les conditions prévues par la jurisprudence. Si c'est juste une posture, c'est sanctionnable. Alors, donc une nouveauté, donc il y avait déjà quelques possibilités avant, mais là maintenant c'est prévu comme ça dans les ordonnances Macron, la possibilité, alors je suis passé en PDF, du coup il n'y a plus les animations, vous avez la question et la réponse directement, donc je ne vous laisse pas un petit temps de réflexion, mais l'idée c'est voilà, comment se calcule ce report des heures de délégation des élus au CSE. Donc j'avais mis un petit cas pratique, donc Jean-Paul qui a un crédit d'heures de 12 heures mensuelles, il ne les a pas utilisées au mois de juin 2021. Il n'a pas utilisé 8 heures. Au mois de juin 2021, il n'a pris que 4 heures. Donc il vous demande, on est au mois de janvier 2022, est-ce que je peux prendre ces 4 heures? Le Code du travail nous dit on peut reporter sur 12 mois. Dans les entreprises, se pose souvent la question, est-ce que c'est 12 mois glissants ou est-ce que c'est par année civile? C'est-à-dire que est-ce que les heures que je n'ai pas prises en 2021, au 31 décembre, elles périment, puisque c'est 12 mois de janvier à décembre, ou est-ce que c'est 12 mois glissants, et donc les heures que je n'ai pas prises au mois de juin, je peux les prendre jusqu'au mois de mai 2022. Alors, le texte ne précise pas, mais vous voyez bien que dans les entreprises où on raisonne par année civile, eh bien, on prive le salarié du droit au report, notamment pour les heures de décembre. Si on fonctionne par année civile, j'ai pris la moitié de mes heures de délégation au mois de décembre 2021, je veux pouvoir les prendre au mois de janvier. Si j'ai fonctionné par année civile, c'est impossible. Donc, on me prive d'un droit. Donc, les entreprises qui ont raisonné par année civile, à mon sens, on appelle ça c'est contra legem, à mon sens, puisque non, on vous prive de la possibilité de reporter, notamment au mois de décembre, vous ne pouvez pas reporter en janvier. Donc c'est à interpréter comme étant sur 12 mois glissants. Donc je n'ai pas pris d'heures au mois de juin 2021, j'ai jusqu'au mois de mai 2022 pour les prendre. Notamment ça, aussi, il y a eu donc des positions unilatérales d'employeurs qui ont dit c'est par année civile, mais je vois ça aussi dans des accords. Donc attention, quand on va renégocier ça sur le renouvellement du CSE, pensez à cette question. Si vous fonctionnez par année civile, alors c'est plus simple pour les décomptes des services ressources humaines, mais ça vous prive d'un droit, parce que du coup, au lieu d'être sur 12 mois glissants, on est sur 12 mois décroissants, et puis retenez l'exemple de décembre. En décembre, je ne peux pas reporter en janvier. Donc restez sur cette idée de 12 mois glissants. Donc ça, c'est la première condition, le report sur 12 mois. Et la deuxième condition que nous dit le Code du travail, c'est que ça ne doit pas avoir pour effet de conduire l'élu à utiliser plus d'une fois et demie le crédit d'heure dont il bénéficie. Ça, c'était l'idée un petit peu des employeurs qui se sont inquiétés, qui ont alerté le gouvernement en disant « Ah oui, mais moi, je connais Jean-Paul, qui est délégué du personnel, il ne va pas prendre ses heures en janvier-février, et puis du coup, en janvier, février, mars, avril, et puis en juillet-août, il va être absent tout le mois parce qu'il va cumuler toutes les heures qu'il n'a pas prises au premier semestre. » Donc,
il y a eu une temporisation et le gouvernement a mis cette règle en place. Si vous avez, par exemple, je donne l'exemple, si vous avez donc 12 heures de délégation mensuelle, eh bien, si vous n'avez pas pris des heures les mois précédents, eh bien, le mois où vous voulez prendre les heures que vous avez reportées, ben, vous ne pouvez pas avoir plus de 18 heures. Donc, une fois et demi, la moitié de 12, 6, donc 12 plus 6, 18, etc. Donc, dans le cas de Jean-Paul, s'il veut prendre ce mois-ci ses heures, qu'il n'a pas pris au mois de juin, donc il n'a pas pris 8 heures au mois de juin, mais il pourra en prendre que 6 au mois de janvier. Et donc, les 2 qui restent, eh bien, il va pouvoir les prendre en février, en mars, en avril ou en mai, ou les mutualiser. Et donc, je crois que je fais la transition avec les questions de mutualisation. Alors, est-ce qu'on peut mutualiser des heures reportées? C'est la question des fois qui est posée, c'est-à-dire les heures que je n'ai pas prises au mois de juin, est-ce que j'aurais dû les mutualiser au mois de juin? Et si je ne les ai pas mutualisées au mois de juin, eh bien, il n'y a que moi qui peux les prendre les mois précédents. Alors moi, j'ai envie de dire oui, notamment en raisonnant en cascade. Parce qu'au mois de janvier, est-ce que l'employeur sait que vous prenez les heures de juin? Ou est-ce que vous pouvez dire, mais non, finalement, moi, je mutualise 2 heures de juin, en janvier, je mutualise 2 heures de janvier, et puis je prends, moi, les heures du report. Donc voilà. Donc cette question de dire est-ce que c'est le salarié qui prend ses propres heures ou est-ce qu'il donne ses heures de ce mois-ci peuvent permettre de résoudre cette situation. Et donc, à mon sens, oui, les heures reportées peuvent être mutualisées. La mutualisation ne se fait pas obligatoirement sur le mois considéré. Donc, comme pour le report, ça ne doit pas conduire l'élu à utiliser plus d'une fois et demie le crédit d'heure dont il bénéficie. Donc ça, c'est l'idée qu'avaient peur les employeurs, que par exemple le secrétaire du CSE dise à certains élus, bah, toi, Jean-Jacques, Robert et Martin, vous ne prenez pas vos heures. Et puis du coup, moi, je suis permanent parce que j'ai 35 heures par semaine d'heures de délégation. Donc non, si certains élus ne prennent pas leurs heures de délégation, eh bien, celui qui va prendre les heures mutualisées, bah, ça ne doit pas le conduire à avoir lui aussi plus d'une fois et demie le crédit d'heure initial dont il bénéficie. Ce qui est intéressant avec les heures mutualisées, c'est que si dans votre protocole d'accord préélectoral, vous n'avez pas obtenu que vos suppléants puissent avoir des heures de délégation pour se tenir à jour, ben dans le cadre de la mutualisation, vous pouvez donner des heures à un suppléant. Alors, vous savez qu'il y a 2 règles. C'est-à-dire que le suppléant, c'est soit quand il remplace un élu titulaire, ben, il a droit aux heures de droit de l'élu qui remplace. Donc, si un élu ne peut pas exercer son mandat pendant un mois parce qu'il est malade et qu'il ne souhaite pas exercer son mandat pour se reposer, eh bien, le suppléant qui prend sa place a de fait droit aux heures de cet élu. Donc, il va se renseigner avec lui parce que si la suspension ne correspond pas tout à fait au mois calendaire du 1er au 31, si par exemple il est absent du 10 au 20 ou du 10 au 30, ben, le suppléant va demander, voilà, est-ce que tu as utilisé des heures du 1er au 10? Ben oui, il m'en reste plus que 8, que 12, et voilà, ce suppléant va pouvoir prendre ses heures. Donc là, on n'est pas dans ce cas-là, on est sur la mutualisation, c'est-à-dire que aucun titulaire est absent, un titulaire n'a pas pu prendre ses heures, eh bien, il va pouvoir donner au suppléant des heures. Alors, ça reste une décision individuelle de l'élu qui cède ses heures. Donc, par exemple, on ne peut pas s'imaginer qu'un syndicat majoritaire aille mettre la pression et décide en CSE que, par exemple, les élus du syndicat minoritaire vont devoir donner la moitié de leurs heures aux élus du syndicat majoritaire. Ou même au sein d'un syndicat, on est tous du même syndicat où on est sans étiquette, mais on estime que ce que fait Jean-Jacques, ça ne nous intéresse pas trop, et donc il va devoir donner la moitié de ses heures. Et on décide pour lui. Non, si Jean-Jacques n'est pas d'accord, il ne va pas y avoir la possibilité qu'il cède ses heures. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'il y ait une réflexion interne aux élus du CSE ou interne à une liste, à un syndicat, pour dire, ben voilà, le secrétaire s'investit beaucoup, le référent harcèlement sexuel s'investit beaucoup, le trésorier s'investit beaucoup, un élu qui n'a pas de rôle spécifique s'investit beaucoup. Si ce mois-ci, vous ne pouvez pas prendre vos heures, eh bien, fléchez-les sur Martine, parce que finalement, elle n'a pas beaucoup de travail, et puis plutôt que ses heures soient perdues, ben, il vaut mieux les flécher vers elle. Donc ça, c'est possible, mais on ne va pas mettre une pression, on ne peut pas imposer à ce qu'un élu cède ses heures. Alors, il y a des délais de prévenance spécifiques en termes de mutualisation et de report des heures de délégation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est imaginer des élus qui ont droit à 10 heures de délégation, et puis ils vont tous le même jour à la même heure aller voir leur supérieur hiérarchique en disant je prends les heures de Robert, et tous individuellement disent on prend les heures de Robert, sauf que Robert il a que 2 heures à donner, il ne peut pas la donner à 10 personnes, et donc ce temps de battement 8 jours à l'avance va permettre de flécher qui a donné ces heures à qui, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, qu'on ne mette pas l'employeur devant le fait accompli et qui fait le décompte en disant ben non, 2 personnes se sont réclamées des heures du même élu, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a ce délai pour que l'employeur ait le temps de vérifier. Donc en cas de report, c'est une information 8 jours avant.
de l'employeur. Par contre, en cas de mutualisation, l'article du Code du travail spécifie que cette information est donnée par écrit. Donc, Donc si moi, Cédric, je donne des heures de délégation à Jean-Jacques, je dois faire un écrit en disant, voilà, je donne tant d'heures à un tel. Et en fait, l'idée, c'est que ça va m'être ensuite opposable. Si je veux prendre ces heures que j'ai déjà mutualisées, l'employeur va pouvoir me dire, mais non, regardez, vous m'avez fait un écrit, vous m'avez demandé par mail, vous m'avez mis un écrit en disant que vous aviez donné ces heures à un tel, ben maintenant, vous ne pouvez plus en bénéficier. Donc, cette notion du formalisme, de délai de prévenance et d'information par écrit, c'est pour pouvoir faciliter le travail de décompte de l'employeur. Donc, un point un petit peu plus pratique maintenant, pourquoi certains élus n'utilisent pas leurs heures de délégation et comment on peut faire pour surmonter. Alors voilà, j'ai mis quelques cas, peut-être qu'après, vous pourrez nous parler de certaines situations dans le chat et on pourra voir comme ça si on a des idées pour surmonter certains freins. Alors, j'ai trop de travail. Certains élus, je vois en formation, quand on parle des heures de délégation, en me disant, mais moi, c'est pas possible, je suis dans un métier où, si je suis en heure de délégation, le travail que j'ai pas fait un jour, je le retrouve le lendemain, etc. Donc ça, imaginez que ça dépend des métiers. Si par exemple je suis conducteur de bus ou je suis caissier dans un supermarché, si j'ai pris des heures de délégation le mardi matin, je ne dois pas refaire 2 fois mon service l'après-midi ou j'ai pas 2 fois plus de clients à ma caisse l'après-midi. Le travail que j'ai pas fait le matin, il s'est pas accumulé pour moi l'après-midi. Par contre, dans des métiers, il y a des salariés qui me disent, ben moi je fais la paye. Si pendant la période de la paye, je m'absente le lundi et le mardi pour aller à des réunions, etc., ben, je dois faire mercredi, jeudi le travail que j'aurais dû faire en une semaine, etc. Et donc, c'est compliqué par moi. J'ai trop de travail, je ne peux pas prendre mes heures de délégation. Et donc, eh bien, il faut savoir que l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre des aménagements. Ces aménagements, ça peut être repenser la charge de travail, repenser vos objectifs, repenser l'organisation du travail, la répartition du travail, le temps de travail qui va être donné aux salariés. Et donc, un outil qui peut être mobilisé, vous savez que dans le Code du travail, il y a désormais cet entretien facultatif de prise de mandat. Alors, je dis facultatif parce qu'il est à la demande de l'élu, donc ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que c'est de droit. Si vous le réclamez, l'employeur doit le mettre en place, mais l'employeur n'a pas obligation au renouvellement des mandats de mettre en place un entretien pour tous les élus. Mais les élus qui sont dans ces difficultés, ou si vous, en tant qu'ancien élu, vous dites, ben moi, sur mon métier à moi, il n'y a pas de problème, mais on a un nouvel élu qui travaille dans tel service, dans ce service-là, c'est compliqué, et ben on peut conseiller à ce nouvel élu de solliciter cet entretien de début de mandat, où justement, la question pourra être mise sur la table. Alors, il y a des élus qui trouvent des solutions gagnant-gagnant avec l'employeur. Je repense à la paye, par exemple. Bon, ben, OK, telle semaine du mois où on boucle la paye, sauf réunion du CSE ou circonstances exceptionnelles, je ne prends pas mes heures de délégation, mais du coup, on facilite à d'autres moments ma prise d'heures de délégation. Ou voilà, parce que les salariés des fois trouvent des systèmes, ou alors à l'inverse, non, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que quelqu'un puisse me former, etc. Souvent l'exemple que je donne aux élus, c'est comment ça se passe pour vos congés. Ah ben pour les congés payés, j'arrive à les prendre, mais voilà. Est-ce que tu les prends aussi les semaines de paye? Par exemple, au mois d'août, est-ce que tu reviens faire la paye? Ah ben non, je m'arrange avec un tel. Bon ben on pourrait, si une autre personne est formée dans l'entreprise, ben quand tu prends les heures de délégation, ça pourrait être le même système, etc. Enfin voilà. Ça, c'est des solutions internes qui sont trouvées. Ce que je donne aussi souvent comme conseil, c'est, alors je sais pas si j'ai mis une slide où je l'écris. Je ne sais plus, peut-être après. C'est ce que je donne souvent comme conseil, c'est de ne pas laisser cette problématique comme une problématique individuelle. Qui est les yeux dans les yeux entre l'élu et son supérieur hiérarchique direct. Non, il faut en faire une problématique collective. Si on est plusieurs élus, si un élu ou plusieurs élus ont des difficultés pour prendre leurs heures de délégation, bah, ça reporte le travail sur les autres, ça ne rend pas le mandat attractif. Qu'est-ce que vous envoyez comme message d'entreprise? Que c'est compliqué d'être représentant du personnel, qu'on est noyé sous le travail quand on est représentant du personnel. Donc, ça doit être réfléchi entre élus d'un point de vue collectif pour pouvoir s'armer, et notamment s'il y a des difficultés, pour qu'un autre élu prenne le relais. Par exemple, le secrétaire du CSE, s'il n'a pas de problème de ce type lui-même, il peut interpeller l'employeur sur les difficultés d'un autre élu qui a du mal à se dégager du temps, etc. Et donc, il y a des jurisprudences qui ont été
rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation ou les cours d'appel, la chambre sociale. Donc, l'employeur qui n'avait pas aménagé le temps de travail pour permettre d'utiliser ces heures de délégation. Donc, ça a constitué un délit d'entrave. Qui n'avait pas revu les objectifs professionnels en fonction des seules heures consacrées à l'exécution de ses obligations contractuelles. Voilà. Donc, l'employeur ne peut pas vous donner les mêmes objectifs qu'aux autres. Alors, je crois que j'ai des slides après sur la rémunération, mais l'exemple que je donne souvent, c'est par exemple un vendeur de voitures. Si pour avoir la prime maximum, je dois vendre 20 voitures ou 30 voitures, je ne sais pas, dans le mois, si j'ai des heures de délégation, que je m'absente pour les réunions du CSE, pour que je m'absente pour X ou telle raison, je prends mes heures de délégation, eh bien, je passe moins du temps dans la concession face aux clients potentiels, aux prospects, etc. Et donc, forcément, je vends moins de voitures. Donc, est-ce que le fait que je sois élu du personnel, je dois être présent sur mon temps personnel pour compenser, etc. Donc non, il n'y a pas, ça ne doit pas arriver comme ça. L'employeur doit revoir à la baisse vos objectifs. Quand vous faites ce travail de la charge de travail qui doit être adaptée, des objectifs qui doivent être adaptés, c'est un travail qui peut être fait aussi en réfléchissant aux salariés qui sont à temps partiel dans l'entreprise. Vous savez que statistiquement, les temps partiels liés à la parentalité, c'est plus des femmes qui les prennent, par exemple. Et donc, quand on a les indicateurs d'égalité femmes-hommes dans l'entreprise, si on n'a pas réévalué la charge de travail, typiquement, je suis à 80% pour avoir mon mercredi. Si je dois faire en 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, les mêmes tâches que mon collègue qui a toute la semaine, eh bien, on voit bien qu'on crée une forme un peu d'inégalité de traitement qui est prohibée, puisqu'on ne peut pas faire d'inégalité de traitement liée au sexe, mais de fait, voilà, ça va modifier les indicateurs. Et donc, avoir une réflexion globale qui ne soit pas que pour les élus, qui soit aussi pour les salariés à temps partiel. Alors, qu'on soit à temps partiel pour des raisons liées à la parentalité ou à temps partiel pour toute autre raison, ça pose la question de quelle charge de travail, de comment on évalue la charge de travail dans l'entreprise. J'ai trop de travail. Alors, aussi une jurisprudence qui nous dit qu'un employeur qui a mis plusieurs mois pour adapter la charge de travail d'un salarié titulaire de plusieurs mandats représentatifs, malgré plusieurs relances de l'inter-C et l'intervention de l'inspecteur du travail, constitue bien une discrimination. Donc, si l'employeur vous met en difficulté, vous l'alertez sur le fait que vous avez autant de travail que vos collègues et que vos objectifs n'ont pas été revus à la baisse, que votre charge de travail, vous avez toujours autant de dossiers que les collègues, etc., et qu'on n'adapte pas suffisamment, eh bien, ça constitue bien une discrimination liée à votre mandat et cela est prohibé. Il y a une variante aussi qui va être j'ai pas de remplaçant. C'est-à-dire que si je ne suis pas là, personne ne me remplace et donc c'est une difficulté. Mon manager me dit, écoute, tu pourras venir à la réunion du CSE si tu trouves un remplaçant jeudi après-midi. Et donc on voit des élus qui sont eux-mêmes appelés leurs collègues, est-ce que tu peux me remplacer jeudi après-midi parce que, etc. J'ai une réunion du CSE, voilà. Donc le manager qui dit, moi, si c'est transparent pour le planning que tu trouves un remplaçant, c'est bon, tu pourras y aller. Eh bien non, il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est l'employeur d'organiser le travail, c'est de droit. S'il n'y a pas de remplaçant, il faut les former, il faut, etc., etc. Alors après, il y a des cas particuliers, donc c'est pour ça que je dis que tout peut se réfléchir dans l'entreprise. Une fois, je faisais une formation dans une entreprise qui fait du nucléaire militaire, et il y a un élu qui m'a dit « Ah oui, mais moi, pour me remplacer, il faut être habilité secret défense, il faut avoir telle habilitation en sécurité nucléaire, etc. » Donc c'est très compliqué. Mais vous voyez que quand j'ai discuté avec lui, et c'était compliqué au point qu'il prenne tous ses congés groupés, parce que quand il est absent, il prend ses congés, toutes ses absences d'un seul trait, parce qu'on va embaucher quelqu'un en CDD pour le remplacer expressément, et donc il n'est jamais absent une journée par-ci, une journée par-là. Donc quand il y a des cas très particuliers, oui, on peut entendre, mais de fait, il pourrait imposer à l'employeur ce système-là. Après, souvent les élus ont une éthique personnelle, de fonctionner dans leur équipe, etc. Mais voilà, quand même, gardez en tête que ce n'est pas la bonne pratique. Vous qui cherchez votre remplaçant, l'employeur doit organiser le travail, et comme pour les congés payés. Voilà. Mais on voit ça aussi pour les congés payés, des élus qui me disent « Ah mais nous, quand on veut partir, si je veux avoir ma journée, il faut qu'il y ait un collègue qui accepte de me remplacer, etc. » Bon, c'est pas illicite pour les congés, mais en tout cas, pour la prise de délégation, c'est pas à vous de le faire, c'est à l'employeur d'organiser ça. Parce que pour les congés, l'employeur pourrait tout simplement refuser. Donc c'est un palliatif au fait de refuser. Mais voyons que pour les heures de délégation, il ne peut pas vous refuser. Donc si vous la prenez quand même, c'est à lui de pallier à votre absence. Il y a une variante aussi, c'est mes collègues ont besoin de moi. On a trop de travail le samedi, ou on a trop de travail le jeudi, c'est le plus gros jour de la semaine. Si je ne suis pas là, c'est mes collègues qui vont devoir faire tout le boulot, donc ils vont me regarder de travers, etc. Et donc pareil, ça met une forme de pression, des fois alors même légère ou indirecte, où en gros, c'est les collègues de travail qui vont reprocher à l'élu d'avoir pris ses heures de délégation.
disant si tu n'es pas là, on a plus de boulot, etc. Bon, ça aussi, il faut pouvoir traiter ce sujet de façon collective et rappeler à l'employeur que c'est à lui d'organiser le travail. Et c'est là où je disais, ça ne doit pas être un tête-à-tête entre l'élu et son supérieur direct, il faut le prendre comme une problématique collective et avoir un élu qui n'a pas d'affect, qui n'est pas concerné par le sujet, le secrétaire du CSE ou un autre élu qui va dire, écoutez, on vient parler du cas d'un tel qui n'est pas remplacé, ça crée des difficultés dans son équipe, etc. Il ne faut pas laisser l'élu concerné s'enfermer dans cette difficulté. Un autre frein qui est identifié souvent, c'est si je perds de l'argent, si je prends des heures de délégation. Alors, je vous l'ai dit pour les commerciaux, les primes d'objectifs doivent être réévaluées, donc c'est un délit d'entrave si on ne fait pas ça. Il y a aussi la question, mais je crois que je ne l'ai pas développé, sur le paiement de toutes les primes. C'est-à-dire que les primes qui ne sont pas du remboursement de frais, donc ce n'est pas une allocation de frais, toutes les primes auxquelles vous avez droit quand vous travaillez, vous sont payées. Alors, par exemple, des exemples parlants, c'est la prime de douche. Un salarié, vous êtes dans une usine où les travaux sont salissants, vous avez une prime de douche parce qu'après vous devez vous doucher après votre séquence de travail. Lorsque vous êtes en heure de délégation sur toute votre séquence de travail, que vous n'allez pas à la douche, l'employeur pourrait tenter de dire mais vous n'avez pas pris la douche, je ne donne pas la prime de douche. Vous n'avez pas fait le travail salissant, je ne donne pas la prime de salissure. Vous n'avez pas conduit le bus et vous n'avez pas découché à tel endroit, ou vous n'avez pas fait un repas à l'extérieur, je ne vous donne pas la prime de panier. Eh bien non, vous deviez avoir exactement les mêmes primes que vous auriez eues si vous aviez travaillé. Alors là, souvent, s'il y a deux règles, c'est-à-dire que si on va regarder les primes qui ont eu votre remplaçant, c'est-à-dire que si la personne qui vous remplace a eu telle ou telle prime, eh bien, vous devez toucher les mêmes sur le jour où vous n'avez pas travaillé, si c'est par journée ou si c'est par séquence de travail. Et si il n'y a pas la possibilité de se référer à un remplaçant, ça va être sur la prime moyenne qui a été donnée ce jour-là, par exemple. Quand il y a des primes qui sont variables un petit peu, on va vous donner la prime moyenne ou la prime de la personne qui vous remplace. Donc ça, c'est l'idée que le salarié ne perde pas de l'argent. Certains anciens élus me disent mais ça fait partie du truc, etc. Donc, veulent pas avoir l'impression de réclamer pour eux-mêmes. Mais en fait, ce qu'il faut avoir il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on réclame pour soi-même en tant qu'élu, on assure aussi la pérennité des mandats. Certaines personnes voudraient peut-être être représentants du personnel, mais dans les entreprises où on est beaucoup structure de rémunération sur la rémunération variable, certaines personnes qui aimeraient être élues se disent non, je vais trop perdre d'argent parce que les anciens élus ne se sont pas battus pour qu'il y ait le maintien de telle ou telle prime, etc. Donc, quand on réclame pour soi-même, on pense à soi, mais aussi on assure d'un point de vue collectif le fait que les droits des représentants du personnel sont respectés, soient respectés, et donc on facilite la prise de mandat de futurs élus. Donc, toujours sur cette question-là, voilà, je vous l'ai dit, prime identique au profit des autres salariés. Si c'est basé sur le temps de travail, les objectifs doivent être réduits. Voilà, le montant moyen, je vous l'ai dit également. Et donc, la question maintenant du paiement de leurs heures de délégation et de leur contestation éventuelle. Alors, le principe, c'est que ça doit entraîner aucune perte de salaire ou avantage dont vous auriez bénéficié si vous aviez travaillé. Donc ça, c'est le principe de base. Alors, peut-on prendre des heures de délégation en dehors du temps de travail ? Oui, si cela est justifié par les nécessités du mandat. Alors, l'exemple qui est le plus pertinent, par exemple, ça va être un salarié qui travaille de nuit et qui va prendre ses heures de délégation en journée pour aller voir ses collègues, pour aller... il ne va pas donner rendez-vous à l'inspecteur du travail à 2 h du matin sous prétexte que lui, d'habitude, il est veilleur de nuit. Ses activités liées au mandat vont souvent être en journée, les réunions préparatoires, etc. Donc, il est possible de prendre ses heures de délégation en dehors du temps de travail si c'est justifié par le mandat. Donc là, par exemple, on nous dit il appartenait au salarié de justifier que la prise d'heures de délégation les dimanches et jours fériés en dehors de son horaire de travail était justifiée par les nécessités des mandats. Imaginons que je suis délégué du personnel dans un hypermarché. Bon, l'hypermarché est ouvert le dimanche, par exemple au mois de décembre ou un certain nombre de jours dans l'année. Mon employeur ne me planifie pas le dimanche. Moi, je suis planifié du lundi au samedi. Le dimanche, je suis de repos. Et le dimanche, il y a beaucoup d'étudiants et ils se plaignent à moi. Ils me disent le dimanche, on n'est pas assez nombreux en caisse ou l'employeur est moins regardant sur la sécurité, sur tel point, on n'a pas la pause quand il y a du monde, etc. Et donc, l'élu vient sur le magasin le dimanche pour vérifier comment ça se passe, etc. Vous voyez bien que c'est justifié par la nécessité du mandat. Il vient constater comment ça se passe. L'exemple inverse de tout à l'heure. Un élu qui travaille de journée, il veut voir comment ça se passe dans l'entreprise la nuit. Il vient vérifier si c'est les mêmes règles de sécurité, s'il y a suffisamment de personnel, etc.
Et donc, il va poser une heure de délégation ou plusieurs heures de délégation le soir ou durant la nuit pour passer ou voir les collègues de nuit, tout simplement, parce que lui, il les croise pas, etc. Donc, quand c'est justifié par le mandat, vous pouvez prendre vos heures de délégation. Ce qui est visé là, c'est l'idée de je veux avoir des majorations de dimanche, je pose systématiquement pour faire le procès-verbal du CSE, pour faire ceci, cela, je suis systématiquement le dimanche ou en dehors de mes temps de travail pour avoir des majorations, des heures supplémentaires, et j'impose à mon employeur une rémunération supplémentaire par ce biais-là. Ben ça, c'est un abus qui est sanctionnable. Par contre, si c'est justifié par le mandat, si vous pouvez expliquer, et la charge de la preuve va vous appartenir, que c'est en raison de votre mandat que vous fonctionnez comme ça, ben là, il n'y a pas de difficulté, vous pourrez fonctionner comme cela. Le cas des salariés à temps partiel, vous savez qu'il y a une règle du Code du travail qui nous dit que le temps de travail des salariés ne peut pas être réduit de plus d'un tiers en raison de l'utilisation de leur crédit d'heure. C'est-à-dire, je prends un exemple, je fais 75 heures mensuelles, j'ai 30 heures de délégation, eh bien, je vais pouvoir en prendre que 25 sur mon temps de travail. Parce que si je prenais les 30 heures sur mon temps de travail, ça me ferait réduire de plus d'un tiers le temps de travail que je prends dans l'entreprise. Et donc, ben là, de fait, je vais prendre 5 heures hors de mon temps de travail. Elles vont bien m'être rémunérées et, le cas échéant, comme des heures complémentaires. Cette règle, si elle n'est pas pratiquée dans l'entreprise, ne soulevez pas des difficultés là où il n'y en a pas. S'il y a un usage pour dire il est à temps partiel 75 heures, il a 30 heures, on lui laisse prendre ses 30 heures sur le temps de partiel, ça convient à tout le monde. Voilà. Mais en fait, ça, c'est une règle qui est protectrice de l'employeur. Donc, c'est l'employeur en fait qui choisit s'il la met en œuvre ou pas. Donc, je voulais dire que la charge de travail appartenait au salarié. Donc, c'est au salarié de justifier qu'il n'avait pas pu faire pendant son temps de travail. Je fais le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne prends pas mes heures parce que je n'ai pas de remplaçant, parce que j'ai des difficultés à accomplir ma charge de travail, parce que je ne veux pas mettre mon équipe en difficulté. Bon, ben, vous voyez bien que l'employeur ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Il rend difficile la prise d'heures de délégation sur le temps de travail. Donc, si vous prenez, par exemple, vous dites, j'ai pas eu le temps de faire le procès-verbal du CSE pendant mon temps de travail parce que ça met en difficulté mes collègues. Si je m'absente en ce moment, c'est le mois de décembre, c'est la fin de l'année, il y a beaucoup de monde, il faut qu'on soit tous là de l'équipe dans un magasin, imaginons. Vous prenez vos heures de délégation le soir à 18h ou à 20h à la fermeture du magasin pour rédiger le PV du CSE, bah, c'est justifié. Vous ne pouviez pas les prendre. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Est-ce que ces heures de délégation prises en dehors du temps de travail peuvent générer des heures supplémentaires? Eh bien oui. Si vous avez pris en dehors du temps de travail que ça génère des heures supplémentaires, ben, ça génère effectivement une majoration liée aux heures supplémentaires, si le cas échéant. Donc la présomption de bonne utilisation, donc ça c'est quelque chose qui est ancien maintenant, hein, ça date de 82, c'était pour mettre fin à beaucoup de contentieux autour de l'utilisation du crédit d'heure. Sur le temps de votre crédit d'heure, j'ai 20 heures de délégation par mois, eh bien on considère la présomption, c'est je ne vais pas avoir à rapporter la preuve que, on considère, c'est une présomption simple, que mes heures sont utilisées normalement comme il faut. Je ne vais pas avoir besoin de prouver ce que j'ai fait à l'employeur ni au juge. Donc ce principe s'applique aux heures de délégation prises pendant ou en dehors des heures habituelles de travail. Donc comment ça se passe? En cas de contestation, l'employeur doit payer les heures litigieuses avant toute contestation. Donc il peut pas vous dire bah, sur 10 heures de mandat, 10 heures du crédit d'heure, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne vous les paye pas parce que je conteste. Non. S'il pense qu'avec ces 10 heures-là, vous êtes allé à la pêche, eh bien, il doit quand même vous les payer et il doit agir en justice pour prouver que vous étiez à la pêche. Il ne peut pas d'autorité dire je ne paye pas parce que je me fais juge du fait que vous n'ayez pas utilisé ces heures-là pour votre mandat. Et en fait, ce principe ne s'applique pas au-delà du crédit d'heure. Donc là, il y a une inversion. Toutes les heures prises dans le crédit d'heure, l'employeur doit les payer. Ce n'est pas à vous de prouver ce que vous avez fait. Quand vous avez des circonstances exceptionnelles, dont on a parlé précédemment, eh bien là, ça s'inverse. L'employeur peut refuser de payer au-delà du crédit d'heure. Par exemple, vous dites, moi, j'ai que 10 heures de délégation, mais avec le Covid et le pass sanitaire, il a fallu tout réorganiser parce qu'il y avait beaucoup d'absents, etc. Ce mois-ci, j'ai pris 20 heures. Si vous n'avez que 10 heures dans votre crédit, l'employeur peut, sans commettre de délit d'entrave, vous payer les 10 heures du crédit et dire, pour la suite, dites-moi, prouvez-moi ce que vous avez fait de la 10e heure à la 20e heure. Je vous les aurai payés, je vous les payerai que quand vous m'aurez prouvé que concrètement, vous avez pris rendez-vous à l'inspecteur du travail, reçu des salariés, être allé sur le terrain, etc. Donc, dans le crédit d'heure, il y a une façon de fonctionner. La charge de la preuve ne vous impose pas, l'employeur doit payer. Au-delà du crédit d'heure, les circonstances exceptionnelles, c'est le contraire. C'est à vous de prouver et l'employeur peut refuser de payer.
Donc, j'ai schématisé comme ça. Dans le crédit d'heure, quand il y a un contentieux, c'est l'employeur qui agit en justice. Il assigne en justice le salarié dans le conseil de prud'homme en disant je refuse de payer, j'ai déjà payé, mais je refuse, je conteste cette utilisation. Donc, il a déjà payé. Et c'est à l'employeur de prouver. Donc, j'ai des témoignages du fait que vous étiez à la pêche, vous n'étiez pas dans votre crédit d'heure. Si c'est au-delà du crédit d'heure, si vous avez fait vos 20 heures et que vous demandez 21, 22, 23 heures parce qu'il y avait des circonstances exceptionnelles, eh bien, c'est à vous de prouver. C'est-à-dire que ce n'est pas l'employeur qui va devoir prouver que la 21e, 22e, 23e heure, vous étiez pas en train, vous étiez à la pêche. C'est à vous de prouver qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là, à telle heure, où vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, etc. Donc là, la charge de la preuve s'impose à vous, et la présomption de bonne utilisation est inversée. Là, non, il n'y a plus cette présomption-là. C'est à vous de prouver ce que vous avez fait. Et l'employeur n'a pas à payer ces heures-là. Donc, deux aménagements de la charge de la preuve. Dans le crédit d'heure, au-delà du crédit d'heure, on inverse la situation. Ensuite, alors il y a cette notion de précision et d'indication. Alors ça, je le dis parce que des fois, dans les représentations qu'ont les salariés, c'est l'employeur n'a pas le droit de me demander ce que j'ai fait, etc. En fait, la Cour de cassation vient nous dire le contraire. Vous devez pouvoir préciser ou indiquer les activités liées à votre mandat que vous avez effectuées pendant votre temps de délégation. Donc l'employeur est légitime à le faire. Donc le simple fait, des salariés qui se sont indignés en disant il n'a pas le droit de me demander ce que je fais pendant mes heures de délégation. S'il me le demande, c'est un entrave. S'il ne veut pas me les payer, il faut que ça soit lui de prouver, etc. Ben non. Là, la simple indication, c'est que vous ne devez pas prouver ce que vous avez fait. Par exemple, vous devez juste dire j'étais à l'inspection du travail. Vous n'avez pas besoin d'avoir une attestation de l'inspecteur du travail. Vous dites j'étais à l'inspection du travail, ça suffit. C'est une indication. Ou j'ai reçu des salariés. La preuve, ce serait en cas de circonstances exceptionnelles d'avoir les témoignages de ces salariés, d'avoir des preuves que vous les avez bien reçus. Mais là, on n'en est pas sur une preuve. C'est une simple indication. Donc l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale, mais ça ne dispense pas les bénéficiaires, donc les élus, de préciser à la demande de l'employeur les activités exercées. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et le salarié n'est tenu que d'indiquer ses activités et non de les justifier. Vous n'avez pas à prouver. Après, donc ça, c'est plutôt embêtant pour les élus parce que ils vont devoir rendre des comptes sur leur mandat. Mais au final, on voit que la jurisprudence quand même est assez souple. Donc le salarié qui se borne à répondre qu'il a utilisé les heures dans le cadre de son mandat sans apporter... alors ça, c'est insuffisant, pardon. Donc ça, c'est d'autres... C'est d'autres jurisprudences qui sont souples. Donc celle-là, il faut quand même rentrer un peu dans le détail. C'est insuffisant si vous dites que vous avez utilisé vos heures dans le cadre de votre mandat sans apporter aucune précision sur les activités exercées dans un tel cadre. Si vous avez fourni que pour chaque mois des imprimés portant, outre les indications manuscrites des dates et nombres, pas de précision sur la nature, ça ne suffit pas non plus. Il faut quand même dire à minima ce que vous avez fait. Ah, mais je pensais que j'avais des jurisprudences sur ce qui était suffisant, mais je vais les rajouter. J'ai dû les zapper. Hop, je me le note. Rajouter indication suffisante. Voilà le délai qui nous a été imparti. Je n'ai pas regardé les questions. Je ne sais pas s'il y en avait ou pas. Oui, alors merci beaucoup Cédric. On a une question de Fabrice qui nous demande, je vais la relire, qu'est-ce qu'il en est pour le temps de trajet des conseillers du salarié ? Est-ce que ce temps de trajet vient s'imputer sur le crédit d'heure ? Et alors, je te dis la question exactement. Doit-il être imputé au crédit d'heure pris en compte pour l'heure de départ de l'entreprise ? Donc là, on est vraiment dans le cadre des heures de délégation spécifiques qui sont accordées aux conseillers du salarié, non pas dans le cadre du mandat, mais dans le cadre de ces fonctions-là. Qu'en est-il du temps de trajet pour se rendre Alors de tête, je ne veux pas dire de bêtises. Alors c'est vrai qu'on avait travaillé, comme tu le dis, on est resté focus sur les heures de délégation au CSE. On n'est pas rentré dans toutes les particularités du délégué syndical, des mandats extérieurs à l'entreprise. Donc là, effectivement, ça vise un mandat extérieur à l'entreprise. En première intention, comme ça de tête, mais j'irai vérifier ce que nous dit le texte ou la jurisprudence. À mon sens, oui. Le salarié qui est conseiller du salarié a besoin d'avoir le temps pour l'exercice de sa mission, et donc inclut le fait de se rendre jusqu'au lieu, parce que c'est pas dans l'entreprise, il va dans des entreprises extérieures pour réaliser sa mission, et donc quand il quitte le poste de travail, il doit pouvoir avoir le temps d'aller sur le lieu. Mais voilà, ça c'est première intention comme ça. Le bon juriste vous donnera une réponse avec une référence, soit prévue par le texte, soit la jurisprudence. Donc je me suis noté temps de trajet des conseillers du salarié.
Pareil que toi, en première intention, j'aurais tendance à dire que le temps de trajet des conseils du salarié est imputé sur le créditeur. Alors après, c'est une réponse intuitive comme la tienne, donc on prendra le temps de vérifier ça et d'en indiquer la source, y compris s'il s'agit d'une obscure circulaire de 1990. Mais probablement que ce temps de trajet est bien imputé. On a une autre question de Catherine Le Foll. Bonjour, est-ce qu'un suppléant peut utiliser des heures mutualisées qu'un titulaire lui a transférées, même si tous les titulaires sont présents? Oui, alors c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Il y a deux règles différentes. Il y a la règle de je suis suppléant, je remplace un titulaire, je récupère les heures de titulaire absent. Donc ça, c'est une règle. Et sur la mutualisation, c'est l'élu qui est titulaire d'heures, donc l'élu titulaire qui a un crédit d'heures, qui peut choisir de mutualiser ses heures. Donc, il va donc dans ta question derrière, c'est est-ce que je peux donner mes heures à un suppléant qu'à défaut qu'il n'y ait pas de titulaire présent? Non. C'est-à-dire qu'il y a la règle pour le remplacement, donc ça, je dois prendre. Voilà. Mais pour mutualiser mes heures, si je choisis de donner les 2 heures que je n'ai pas utilisées à un des suppléants, c'est possible. Je n'ai pas besoin de regarder si les titulaires ont besoin d'heures, ou etc. Donc ça, par exemple, ça peut être le cas, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais imaginons que je suis dans il y a plusieurs listes. Moi, dans ma liste de mon organisation syndicale, on n'est que moi titulaire et mon suppléant. Je n'ai pas envie de donner mes heures. Je suis présent, mais ce mois-ci, j'ai un peu plus de travail, j'ai pas pu prendre toutes mes heures de délégation. J'ai envie de les donner à mon suppléant plutôt que de les donner au syndicat d'en face, c'est possible. Donc cette question-là, oui, tout à fait. Dans la mutualisation, on peut mutualiser vers un suppléant. Il n'y a pas besoin de regarder ce que font les titulaires, s'ils sont présents, s'ils ont dépensé leurs heures, ou etc. On peut de suite flécher les heures mutualisées vers un suppléant. Pardon. Moi, j'aurais peut-être une toute petite question. Je sais pas, je crois pas que tu en aies parlé, mais c'était eu égard à la question des forfaits jours et de l'articulation entre le forfait jour et la prise des heures de délégation, s'il y a des règles particulières là-dessus. Oui, j'ai pas repris ce point effectivement, mais les règles particulières sur les forfaits jours, c'est de prendre les heures de délégation par demi-journée, donc des blocs de 4 heures, avec donc une particularité, c'est que la question donc imaginons que j'ai 10 heures de délégation, donc je vais prendre un premier bloc de 4 heures, un deuxième bloc de 4 heures, et il va me rester 2 heures. Et un décret devait préciser qu'est-ce qu'on faisait de ces 2 heures. Et est-ce qu'on attendait, on les cumulait jusqu'à refaire un bloc de 4 heures? Et finalement, non. Donc, en pratique, si j'ai 10 heures de délégation, bah, je vais pouvoir prendre 3 fois 4 heures. C'est-à-dire que si l'employé, puisque je dois prendre des demi-journées, eh bien, c'est au nombre de demi-journées de 4 heures qui me permettent de dépasser le volume d'heures de délégation. Sauf si un décret vient préciser, comme c'était prévu, quid de ces heures restantes, hein, le reliquat d'heures quand on a fait la division. Hein, j'ai 10 heures de délégation, 2 fois 4 heures, ça fait 8 heures, il m'en reste 2, ben, je peux reprendre encore 4 heures. Ok, merci beaucoup Cédric. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi je profite de ce temps-là pendant qu'éventuellement vous utilisez le fil de conversation pour poser des questions, pour vous dire que celles et ceux qui souhaitent avoir le support de formation utilisé par Cédric aujourd'hui, qui n'hésitent pas à m'écrire directement, je leur enverrai. Nous sommes en train de réfléchir à l'éventualité de mettre directement sur notre site en replay l'accès à ce webinaire. Si ce n'était pas le cas, il me semble que vous avez, en tant qu'inscrit, une possibilité d'accès direct au replay de ce webinaire. Et si ce n'était pas le cas, ça sera probablement sur notre site. Je vous donne dans le fil de conversation mon adresse mail si vous voulez que je vous envoie le support. Et bien, je crois qu'on a, oui, bien sûr, Rachel, il n'y a pas de souci. Donc, si vous m'envoyez, là, je note, donc je vous l'enverrai. Mais sinon, celles et ceux qui souhaitent obtenir le support, n'hésitez pas à m'écrire directement et je le ferai dans la journée ou demain ou plus tard, sans difficulté. Merci, Cédric. Merci Lucilou, merci à tous pour votre attention. Et écoutez, à très bientôt. À celles et ceux qui veulent venir le 14 février, vous êtes les bienvenus et merci d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Je vais terminer. Et c'est 1h01. Merci à vous tous.